Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Chairman. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici pour discuter justement des sujets qui m'intéressent depuis plusieurs années maintenant, qui est la gestion des ressources, et notamment les ressources primaires, mais aussi les ressources secondaires dans le domaine des matériaux pour les batteries au lithium. Donc, l'intitulé de cette présentation, c'est le lithium et son recyclage. Mais en réalité, pour être vraiment franc, quand on parle de lithium et du recyclage du lithium, en général, on parle plutôt du recyclage des matériaux de batterie au lithium, dans lequel intervient le recyclage du lithium. Donc, je travaille sur ce sujet depuis un certain nombre d'années avec Philippe Barbou, et donc ces travaux sont des travaux communs. Alors, si je reprends un petit peu l'élément lithium, qu'est-ce qu'il a de particulier? Bon, il a été découvert relativement tardivement. En général, il est présent dans des matières qui sont des matières inorganiques, d'où son nom de lithium, qui vient du grec lithos. Et surtout, il va être particulièrement remarquable du fait de sa grande réactivité avec l'oxygène et aussi avec l'eau, et du fait également de sa grande électropositivité. Donc, cette grande réactivité va faire qu'on va généralement le trouver sous forme de sel, d'oxyde, mais jamais naturellement sous sa forme métallique. Et c'est un élément qui est relativement abondant. Et donc, à ce titre, on peut se poser la question de pourquoi le recyclage du lithium fait tant parler de lui. Alors, pour essayer de comprendre ça, il faut revenir en fait aux applications qui sont les applications du lithium et à la demande. Si je prends les applications du lithium, en 2010, on avait une grande partie des applications qui étaient dédiées à l'utilisation dans des verres et des céramiques. Et puis, une deuxième application plus importante, les 23%, qui commençait à être l'utilisation de lithium dans les batteries. 10 ans après, en 2020, cette utilisation dans les batteries, elle explose et elle représente en fait 71% de l'utilisation du lithium total. Cette augmentation, elle est croissante avec l'utilisation justement des batteries au lithium et notamment des batteries au lithium-ion. Donc aujourd'hui, si jamais on veut recycler le lithium, il va falloir qu'on s'intéresse à l'utilisation de ce lithium dans les batteries lithium-ion. À l'intérieur de cette utilisation dans les batteries lithium-ion, on peut regarder en fait la répartition en fonction des applications qui sont utilisées pour ces batteries. Si vous regardez le diagramme en haut à gauche, vous vous rendez compte que tout ce qui représente la partie bleutée, par exemple, ça représente en fait l'évolution des demandes en véhicules électriques. Et cette évolution des demandes en véhicules électriques par rapport à l'ensemble des batteries lithium-ion, on se rend compte que c'est ça qui va être le marché majeur de l'utilisation de ces batteries lithium. Donc, la projection, elle explose. Si jamais je prends globalement la quantité de lithium qui va être présente dans un véhicule électrique, cette quantité va être de l'ordre de 7 kg. On va avoir d'autres grosses quantités d'éléments métalliques de transition également, mais on a quand même en gros 7 kg de lithium. Et la projection, si jamais on regarde la projection jusqu'en 2040, cette projection, en termes de demande en lithium, elle devrait être multipliée par un facteur de l'ordre de 40. Ce qui fait que, évidemment, au niveau européen, on va commencer à se poser des questions sur l'utilisation de cet élément qui est le lithium, mais aussi sur l'utilisation des autres éléments qui vont être compris dans ces batteries lithium-ion. Et notamment, l'Europe a classé depuis 2019 le lithium, mais aussi le cobalt et le carbone sous sa forme graphitique, comme étant des métaux ou des matériaux critiques pour l'Europe. Oui. C'est quoi l'unité des 40, s'il vous plaît? C'est des gigatonnes, c'est pas... Pour les projections, en fait, c'est le facteur multiplicatif en prenant comme référence la quantité de lithium qui est demandée en 2020. Donc, en fait, pas en totalité combien ça représente de kilos. Ah, là, sur ce graphique-là, non. Ça ne vous dit pas en totalité combien ça représente de kilos, effectivement. Je pense qu'on doit pouvoir le retrouver ailleurs en reprenant le transparent précédent, mais je ne l'ai pas en tête là tout de suite. Excusez-moi. Donc,
Du coup, le lithium devient un élément qui est critique et l'Europe a commencé à prendre en compte justement cette problématique-là et a fortement incité au recyclage des éléments qui sont le lithium, le cobalt, avec notamment des réglementations qui sont de plus en plus fortes. Et je vais revenir dessus dans le cadre de cette présentation un peu plus tard. Mais globalement, voilà l'enjeu derrière le recyclage du lithium, c'est essayer de pouvoir fournir la demande qui est une demande exponentielle en termes de quantité de lithium. Alors, comme je disais, il faut quand même revenir un peu à ce qu'il y a dans les batteries au lithium pour comprendre avec quoi on va devoir recycler le lithium. Donc, je ne vais pas refaire un cours sur les batteries au lithium, ce n'est absolument pas l'objet ici. Mais en quelques slides, on va quand même essayer de comprendre un petit peu de quoi vont être constituées ces batteries. Historiquement, les premières batteries au lithium qui ont été utilisées, c'est des batteries qui utilisaient du lithium métallique à l'électrode négative. Donc, de très grosses quantités de lithium, puisque justement, c'était quelque chose qui devait être solide et donc qui était relativement important en termes de volume. À l'électrode positive, on utilisait un oxyde métallique et en 91, Sony a utilisé l'oxyde métallique de LiCoO2. Et on a aussi eu le développement des cellules de type moly avec d'autres types de matériaux, non pas des oxydes mais des sulfures, à peu près à la même époque. Ces batteries au lithium métallique, elles possèdent un gros désavantage, c'est que lors de la recharge, excusez-moi, on peut avoir la formation de la réduction du lithium avec formation de dendrites, donc c'est la petite mousse là, que vous voyez sur la figure. Et cette formation de dendrites, quand ces dendrites vont atteindre l'électrode positive, donc c'est-à-dire l'oxyde, on va avoir un emballement, une réaction exothermique et donc des explosions. Ce qui fait qu'en 1991, Sony donc, a développé un autre type de batterie qui est toujours aujourd'hui utilisé et qui diffère de la batterie précédente par la nature de son électrode négative. L'électrode négative, ici à gauche, elle va être constituée de graphite, c'est-à-dire de carbone, au sein duquel on va pouvoir insérer des ions lithium. Et donc, c'est le fait d'aboutir à ce type de batterie qu'on va appeler les batteries lithium-ion, qui ont valu à Stanley Whittingham, Goodenough et puis son prénom, Yoshino, le prix Nobel il y a quelques années sur les batteries lithium. Le fait de passer de la batterie lithium-métal à la batterie lithium-ion va un petit peu influencer sur les propriétés et les performances de ces batteries en diminuant légèrement le potentiel de la batterie et aussi en augmentant son poids, puisqu'on ne va plus travailler avec du lithium métallique qui peut jouer dans la chimie, mais on va travailler avec une matrice qui va avoir un certain poids et qui est le carbone. Alors ça, c'est l'état de l'art actuel, on va dire, des batteries lithium-ion commerciales. On va développer d'autres types de batteries en changeant l'électrode négative. Par exemple, on peut utiliser non plus du carbone, mais du silicium. Et aussi en changeant l'électrode positive. À l'électrode positive, si jamais je fais le bilan d'à peu près 40 ans de recherche sur les électrodes positives, donc en condensé, on va pouvoir utiliser 3 types de matériaux. Des matériaux qu'on va appeler des matériaux lamellaires, qui sont représentés ici sur la gauche, qui vont avoir une structure à 2 dimensions et dont font partie le premier matériau d'oxyde qui a été utilisé, l'oxyde de cobalt lithié, donc en 91 par Sony, mais aussi des matériaux dans lesquels on va remplacer le cobalt par d'autres types de métaux de transition. Et ça va donner des matériaux qu'on va appeler de manière barbare NCA, NMC, donc c'est ce que vous voyez ici en bas. Voilà. Bon, il ne marche pas, pardon. Et donc, en fait, qui sont des oxydes dans lesquels on a remplacé une partie du cobalt par du nickel, de l'aluminium ou nickel manganèse. Ces types de matériaux lamellaires vont être les matériaux que vous allez retrouver dans vos batteries de téléphone portable, mais aussi dans la majorité des batteries de véhicules électriques.
À cette famille de composés se rajoutent deux autres familles de composés qui ont été développées, les composés à structure à 3 dimensions qui sont représentés au centre, ici, dont font partie le LiMn2O4, qui est un matériau spinel bien connu, et qui vont aussi être utilisés dans les véhicules électriques, mais aussi dans les outils de puissance. Et enfin, vous avez une autre grande famille de matériaux, là qui est composée de matériaux bien plus différents, qu'on va appeler à squelette anionique, et qui vont en général présenter des performances un petit peu moins intéressantes que les deux grandes familles de matériaux précédentes, ce qui fait qu'on va les retrouver aussi dans les batteries de voitures, mais souvent dans les batteries de voitures un petit peu moins performantes, et pour d'autres applications de stockage, type le stockage stationnaire. Alors, comme je vous l'ai dit, les batteries lithium-ion, elles vont être principalement utilisées pour les batteries de véhicules électriques. Si je fais le bilan, un état de l'art en 2018, alors c'était il y a déjà 5 ans, mais il y a 5 ans, les batteries qui ont été développées, elles ne sont toujours pas sur le marché du recyclage. Il faut garder ces choses-là en tête. Donc, il y a 5 ans, la technologie qui était principalement utilisée pour les véhicules électriques, c'était une technologie de type NMC, c'est-à-dire avec du nickel, du manganèse, du cobalt dans l'oxyde, et donc du lithium. Et puis, de manière un petit peu moins importante en termes de volume, c'était aussi l'utilisation du phosphate de fer lithié, qui est un matériau de la 3e famille de matériaux que je vous ai présenté. Donc, ça veut dire que c'est principalement ces deux grands matériaux qu'on va retrouver quand on va vouloir recycler le lithium. Donc, on va regarder ça de plus près un peu après. Donc, si je continue sur de quoi va être constituée ces batteries lithium-ion, on connaît l'élément de matériau à la positive, mais en revanche, dans la batterie au lithium, dans la cellule elle-même, cette cellule, elle va être composée de différents types de composants. Donc, vous avez la matière active que vous retrouvez ici dessinée en noir, qui va être déposée sur un collecteur de courant, pardon, excusez-moi, la matière active ici dessinée en orange, qui va être déposée sur un collecteur de courant en aluminium à la positive. Ceci va constituer l'électrode. Elle va être séparée, l'électrode positive, pardon, elle va être séparée de l'électrode négative constituée de graphite déposé sur du cuivre. Et entre les deux, vous aurez des séparateurs qui seront en général des séparateurs cellulosiques. Tous ces composants-là vont être déposés sur des cellules par induction d'encre. Donc, en fait, on va fabriquer des encres qui contiennent la matière active avec des liants, et aussi du carbone pour avoir un effet conducteur, qu'on va déposer sur des plaques. Alors ici, ce qui est représenté en bas à droite, c'est des plaques d'aluminium. Et donc, on va enduire ces plaques d'aluminium avec l'encre, et une fois qu'elle est séchée, ça constituera l'électrode. On fait la même chose avec la négative, ce qui fait qu'après, on peut construire des types de cellules qui vont être de 3 types. Une géométrie qui va être une géométrie cylindrique. Cette géométrie cylindrique, c'est par exemple celle qui est actuellement utilisée dans les Tesla du modèle S. Vous allez avoir un deuxième type de géométrie qu'on va fabriquer, c'est des géométries prismatiques, donc qui vont être rectangulaires. Et puis, le dernier type de géométrie qui va être fabriquée, c'est des cellules qu'on appelle des poches. Et si vous avez déjà changé la batterie de votre téléphone, c'est en général ces cellules-là qui sont utilisées, par exemple, cette géométrie-là qui est utilisée dans les téléphones portables. Mais c'est aussi celle qui est utilisée dans le véhicule Nissan Leaf, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des types de cellules différentes. Et pour pouvoir être introduites dans un véhicule électrique, eh bien, elles vont être assemblées. Et elles vont être assemblées à différentes échelles. Donc, on va d'abord assembler différentes cellules entre elles pour former un module, puis ensuite différents modules pour former le pack qu'on va appeler le pack batterie. Donc, en fait, c'est une construction additive. Et cette construction additive, elle va être importante quand on va vouloir envisager le recyclage des matériaux ensuite. Donc, au final, si je prends par exemple un module de batterie,
d'une batterie qui contient le matériau d'électrode positive qui est actuellement le plus utilisé, c'est-à-dire un oxyde de nickel, manganèse, cobalt, je peux considérer que dans l'ensemble de ce module de batterie, je vais avoir seulement 2% de lithium. Et donc, c'est en ça qu'il va être très important de comprendre que le lithium ne va pas se recycler tout seul, mais dans le cadre de son application, parce que les 98% restants, il va aussi falloir traiter avec cette partie-là, qui est en général constituée de métaux, du fer, du cuivre, de l'aluminium, de plastique, de carbone et d'oxyde qui sont contenus dans le module. Alors, je ne vais pas parler beaucoup des ressources primaires en lithium, mais juste pour que vous ayez quand même en tête une valeur. Donc, les ressources en lithium, elles sont différentes des réserves en lithium. Donc, les ressources en lithium, elles sont relativement importantes. C'est de l'ordre de 275 mégatonnes de lithium sur toute la croûte terrestre. Et en fait, ces ressources, ça constitue le volume total du matériau brut en fait, qui est contenu dans tous les sous-sols terrestres. Cette valeur, elle est à peu près double par rapport aux réserves de lithium, c'est-à-dire en fait le lithium qu'on peut et qu'on sait exploiter actuellement avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, évidemment, sous réserve de possibilités économiques, environnementales, etc. Ce que vous devez remarquer, c'est que vous avez deux grosses zones géographiques qui détiennent en fait une énorme partie des ressources, mais aussi qui exploitent du coup les réserves de lithium. C'est la zone qu'on va appeler la zone ABC pour Argentina, Bolivia et Chili, qui représente en fait toute cette zone des lacs salés à partir desquels on va pouvoir exploiter le lithium. Et la deuxième grosse zone, c'est la zone australienne, qui possède des roches qui contiennent énormément de lithium et qui va pouvoir être exploité à partir de ces roches également. Globalement, si jamais je prends les ressources totales de ces deux zones, ça représente 80% en fait du marché du lithium. Donc, c'est surtout ça que je voulais que vous ayez en tête, parce que du coup, quand on va vouloir envisager le recyclage, voilà, du lithium, comme je vous ai dit, il faut l'envisager dans son application, c'est-à-dire dans l'application des batteries lithium. Je ne sais pas pourquoi il manque le titre, c'est pas grave. Donc, quels sont les enjeux du recyclage? Si je prends l'application batterie lithium-ion avec présence de nickel, manganèse, cobalt et donc lithium, si je rajoute le graphite et que je représente sur cette carte géographique qui sont les producteurs de ces différents composants, on se rend compte que pour beaucoup de composants nécessaires à la fabrication des batteries au lithium, on va se retrouver avec des monopoles qui sont exercés par certaines zones géographiques. Donc, pour le cobalt, par exemple, en République démocratique du Congo, on a la majeure production du cobalt qui va être réalisée dans ce pays. Pour le graphite, quelque chose qu'on a peut-être un peu moins en tête, c'est principalement en Chine qu'on va retrouver la fabrication de ce graphite qui devient, je vous rappelle, un élément stratégique, enfin, élément entre guillemets stratégique pour l'Europe actuellement. Pour le nickel, le cobalt, c'est un petit peu moins embêtant, même si en ce moment, pour des raisons politiques, la production de Russie ne peut plus vraiment se faire et donc du coup, il y a quand même des enjeux sur le nickel qui commencent à apparaître. Et enfin, sur le lithium, vous avez la principale production qui vient d'Amérique du Sud, comme je vous l'ai dit, et de l'Australie. Donc, ces monopoles, évidemment, quand on est en Europe et qu'on n'a rien du tout, ça va être un petit peu embêtant d'un point de vue stratégique. Le deuxième enjeu des ressources, ça va être un enjeu un petit peu éthique, du fait justement de l'extraction dans les mines qui mettent un peu à mal la santé et la sécurité des personnes qui exploitent ces mines, notamment avec le travail qui éthiquement est un petit peu condamné par l'Europe. Et puis, le troisième enjeu, évidemment, c'est que les ressources,
qu'on va utiliser, ce sont des ressources limitées. Et ces ressources, elles vont être d'autant plus limitées que si jamais on regarde l'évolution rapide du marché des batteries lithium-ion, on peut penser qu'on peut avoir une rupture d'approvisionnement assez rapidement. Si jamais vous regardez le tableau qui est représenté, qui représente en fait 3 grands éléments qui sont utilisés, le lithium, le cobalt et le nickel, dans les batteries lithium-ion, si jamais on projette la demande par rapport à la demande qui était en 2020, donc 5 ans après, en supposant qu'on va utiliser une technologie nickel, manganèse, cobalt dans des proportions 1-1-1, donc ça a un petit peu changé, mais pas tant que ça. En fait, en 2025, on peut considérer qu'avec la projection de la demande serait de l'ordre de l'utilisation de 1/10 du cobalt total pour être utilisé dans les batteries lithium. 1/10, ça veut dire que on n'a pas beaucoup de temps devant nous pour fabriquer des batteries lithium-ion si jamais on conserve cette même technologie. Et donc, ça voudrait dire en fait 10 ans de véhicules électriques avec cette technologie. Alors évidemment, on va essayer de modifier la technologie, mais il n'empêche, ça sonne un peu le signal d'alarme. Et donc, comme je vous ai dit, les 3 éléments critiques du coup qui ont été définis dès 2019 par l'Europe et qui sont utilisés dans les batteries lithium-ion, c'est le lithium, le cobalt et le graphite. Alors, je vous ai parlé du cobalt. Alors, on va regarder d'un peu plus près quand même le lithium, ce qui nous intéresse ici. Alors, si je reprends un petit peu les petites quantités dont je vous ai parlé tout à l'heure, 7 kg de lithium dans une batterie de véhicules électriques, 6 kg, pardon, excusez-moi, j'ai dit 7. Donc, en fait, 6 kg de lithium, ça correspond à peu près en fait, à 300 kg de batterie qui sont contenus dans un véhicule qui va pouvoir délivrer une puissance de 40 kWh. C'est à peu près, c'est un petit véhicule. En 2018, si jamais on considère aujourd'hui qu'on a à peu près 1,2 million de véhicules par an électriques qui sont vendus, on peut faire un calcul du coût du poids de batterie qui est vendu et de la quantité de lithium, du poids de lithium qui est vendu par an. Ça correspond à peu près 8000 tonnes par an. Si on va vers de l'électrification de véhicules, en fait, les chiffres auxquels on peut s'attendre d'ici 2030, c'est qu'on a à peu près 66 millions de nouveaux véhicules par an. Et à terme, on a à peu près 1 milliard de véhicules pour 9 milliards d'habitants. Si on passe à 50% électrique, on aura besoin de 200 000 tonnes de lithium. 200 000 tonnes de lithium chaque année, puisque ici j'ai représenté les nouveaux véhicules par an. Donc évidemment, ça correspond à des quantités phénoménales, mais qui représentent seulement, ici je vous l'ai mis, 0,2% en fait des réserves mondiales par an. Alors c'est des quantités énormes, mais comme vous constatez, ce n'est pas ça qui va être le critère majeur pour vouloir recycler le lithium. Ce n'est pas la durabilité, on va dire, de cette ressource primaire. On a des ressources et on devrait pouvoir les exploiter. Alors, pourquoi l'Europe doit recycler le lithium? Alors, l'Europe doit recycler le lithium tout simplement pour des raisons économiques. Elle a un flux d'entrants en termes de batteries lithium-ion qui est phénoménal. On a en gros à peu près 1000 kilotonnes de batteries qui rentrent chaque année en Europe, et ici c'est en plus en Europe de l'Ouest. Ça représente en termes de revenus, c'est la deuxième zone la plus importante après la zone Asie-Pacifique. Et donc du coup, évidemment, c'est un marché énorme qui peut s'ouvrir pour l'Europe si jamais elle réussit à utiliser ces batteries comme ressources élémentaires. Et donc, on pourrait imaginer que, vu les quantités d'entrants en termes de batteries, l'Union européenne pourrait théoriquement devenir en fait le second plus gros producteur de batteries recyclées, puisqu'elle aura un stock très très important. Et donc, ce marché des mines urbaines, il va être constitué de quoi? Il va être constitué
du coup, des batteries qui vont arriver en fin de vie. Alors, les batteries qui vont arriver en fin de vie, en 2018, elles étaient principalement constituées d'oxyde de cobalt, puisque c'était des batteries qui étaient initialement utilisées seulement dans les téléphones portables. Et les véhicules électriques se sont développés un peu plus tard. La durée de vie de ces batteries de véhicules électriques, elle est de l'ordre de 10, même 12 ans maintenant. Et puis, on va peut-être aller encore au-delà. Ce qui fait que, en fait, petit à petit, on va changer la nature, en fait, des oxydes qui sont les oxydes qui vont rentrer dans le flux des batteries à recycler. Donc, petit à petit, on va remplacer le cobalt par des mélanges d'autres éléments de transition, nickel, manganèse, aluminium, et puis avec du fer, puisqu'il y aura aussi des phosphates de fer qui vont rentrer en jeu dans les entrées. Si maintenant, on regarde qui sont les acteurs du recyclage aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le nombre de batteries qui rentrent en Europe, c'est la deuxième plus grosse zone d'importateurs. En revanche, en termes de recyclage, on est très, très loin du compte. Alors, l'Europe, c'est la petite barre orange que vous voyez. Et donc, en fait, la majorité du recyclage, elle est faite en Asie. Donc, ça veut dire que le marché européen n'est pas du tout actif, mais il pourrait le devenir. Et donc, pour l'aider à avancer, il y a eu des nouvelles directives européennes qui ont été émises en 2022, donc qui suivent en fait les premières directives européennes qui avaient été émises en 2006 et qui vont établir des règles un petit peu plus strictes. Donc, elles sont au nombre de 14, il va y avoir 14 mesures. Des mesures qui vont porter sur quoi? Sur le sourcing responsable, sur l'efficacité des recyclages, sur l'empreinte carbone des batteries de manière générale, sur leur performance, mais aussi leur temps de vie, sur la réutilisation de ces batteries, et puis sur aussi les efficacités de collection des batteries. Cette efficacité de collection, elle devrait passer de 45%, donc en 2006, c'était la directive, et l'objectif, c'est de passer à 70% de collection de toutes les batteries d'ici 2030. Donc, je vous les cite très rapidement, ces mesures, mais elles sont très, très incitatives, notamment pour les constructeurs de batteries. Les constructeurs de batteries, c'est eux qui vont être à la manœuvre pour pouvoir mettre en place ce recyclage. Et donc, évidemment, il va y avoir un impact sur les acteurs qui vont rentrer dans le recyclage. Alors, un des points que j'ai cités par exemple ici, et qui va être relativement important, c'est qu'une batterie arrivée en fin de vie, jusqu'à maintenant, arrivée en fin de vie, elle retournait directement dans un circuit de recyclage. De plus en plus, on va demander à faire de la réutilisation de ces batteries, soit pour des applications similaires, donc à nouveau dans des véhicules électriques, soit pour une autre utilisation, donc le reuse ou refurbish. Donc si jamais on veut réutiliser des batteries dans la même utilisation qui sont les véhicules électriques, eh ben c'est là que l'utilisation, la fabrication additive va être relativement importante, puisqu'on va pouvoir aussi déconstruire de manière, alors c'est pas additive, du coup soustractive, on va dire, les batteries en passant du pack au module, à la cellule, et on va pouvoir cibler quelles sont les cellules qui vont être abîmées, qui vont être malades, les retraiter d'un côté, donc les passer dans le cycle de recyclage, et en revanche, pour tout le reste, les cellules qui ne sont pas malades ou les modules qui ne sont pas malades, les réintroduire dans de nouvelles batteries. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la réutilisation et donc la déconstruction, un peu à la manière de la déconstruction de Lego, on va dire, de briques de Lego. On désassemble et ensuite on réassemble les choses qui marchaient bien entre elles. À la fin,
Oui. C'est quoi le critère actuel de définition de fin de vie d'une batterie par rapport à l'utilisation première? Alors, tout dépend de l'application. En termes de véhicules électriques, c'est 80% de la capacité initiale. Donc, au bout de... Et juste une question sur ce que vous venez de dire, cette réutilisation en dégoûtant, c'est quelque chose qui existe déjà ou c'est un programme à mettre en place Alors, de manière automatisée, ce n'est pas encore mis en place. Mais c'est l'objectif, justement, c'est dans les incitations européennes, il y a justement toute cette incitation pour aller vers de l'automatisation, mais aussi pour aller vers un deuxième point que je voulais aborder un peu plus loin, mais ce n'est pas grave. Je vous ai dit qu'il y avait 3 types de cellules initiales, des cellules prismatiques, des cellules poches et des cellules cylindriques. Et en fait, l'objectif, c'est quand même d'essayer d'avoir un seul type de cellule qui soit utilisé par tout le monde pour avoir quelque chose de beaucoup plus homogène, on va dire, quand on va aborder leur recyclage de ces batteries. Par contre, c'est quand même fait manuellement, on va dire, donc c'est pas automatisé, hein, mais il y a déjà des applications, en tout cas en réutilisation pour d'autres applications. Ça se fait déjà. Alors ici, en bas, la photo que je présente, en fait, c'est des batteries qui sont utilisées pour le stationnaire. Et vous avez aussi, par exemple, une application que j'ai trouvée, rigolote, c'était l'utilisation des anciennes batteries de véhicules électriques pour faire des chargeurs de véhicules électriques qui se déplacent. Donc, c'est un petit robot qui se déplace et qui va charger d'autres véhicules électriques. Donc, ce n'est pas parce que la batterie elle-même ne peut plus être utilisée dans le véhicule électrique qu'elle ne peut plus être utilisée pour recharger ces véhicules. Donc, le gros désavantage, on va dire, de cette réutilisation, c'est que si vous regardez bien la figure, ici, ça vous donne une idée du temps entre le moment où vous mettez en circulation la batterie et le moment où vous allez la retrouver en fin de vie, c'est-à-dire dans le circuit de recyclage. Une batterie de véhicule électrique, initialement, elle a été prévue pour 8 ans. En fait, les constructeurs se rendent compte que les véhicules peuvent durer plus longtemps. Donc déjà, on arrive maintenant à peu près 12 ans de vie pour des véhicules électriques, pour l'application véhicule électrique. Si à ça, on rajoute encore 5 à 6 ans de vie dans d'autres utilisations, ça veut dire qu'on va retrouver sur le marché dans 20 ans la technologie d'aujourd'hui. Et donc, sur ce point-là, la réutilisation peut être un frein au recyclage des batteries si jamais la technologie change. Est-ce que le lithium se dégrade dans le temps au bout de 10 ans réutilisable totalement? Alors, le lithium, oui, mais de toutes les façons, les éléments ils ne vont pas se dégrader. Mais par contre, c'est les matériaux hôtes qui acceptent le lithium au sein de la batterie qui, eux, se dégradent. Et le lithium, il va être dans ces matériaux hôtes. On ne veut pas changer juste les modules qui se dégradent plus que les autres. Puis, voilà. Alors justement, c'est l'objectif de la réutilisation pour la même application initiale. C'est détruire les packs en différents modules, puis les récupérer en cellules, et puis enlever juste les cellules malades, et puis changer cette cellule malade pour refaire des nouvelles batteries. Donc ça, aujourd'hui, c'est assez compliqué à faire. Peut-être quelqu'un parmi vous a une Tesla. Bon, moi, j'en ai pas. Mais j'ai eu l'opportunité de voir des photos de l'intérieur des batteries de Tesla. Et sur ces photos, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le changement ne va pas être aussi facile que ce qu'on peut imaginer avec simplement changer des cellules malades, comme je disais, parce qu'en fait, on va avoir un matériau qui va permettre la gestion de la thermique de la batterie, qui va engluer toutes les batteries, toutes les cellules prises une à une. Et donc, en fait, justement, tout l'objectif du recyclage aujourd'hui, c'est d'essayer d'homogénéiser, en fait, la fabrication des véhicules électriques et de ces batteries-là pour essayer d'améliorer le recyclage. Alors, j'en viens quand même au recyclage en lui-même.
Donc, comme je vous disais, l'Europe, elle réglemente, mais elle est très, très loin d'être active pour le moment. Mais il y a quand même des opérateurs qui rentrent dans le jeu. Donc ici, je vous ai listé les opérateurs en fait en fonction des pays en Europe initialement, et puis après dans les autres pays qui effectuent réellement le recyclage. Ce que vous pouvez constater, c'est que les capacités qu'on pense pouvoir recycler avec les acteurs européens, elle est relativement limitée comparée à l'énorme recyclage qui est réalisé en Asie et notamment en Chine et en Corée. Donc avec d'annoncer dans ces pays-là des quantités de batteries recyclées qui sont phénoménales, donc ça devrait atteindre 300 000 tonnes en 2025. Et donc, nous, la SNAM, elle recycle 300 tonnes par an, par exemple. Donc, ça reste encore négligeable. Et donc, c'est tout l'enjeu, justement, d'essayer de développer ce recyclage en France et en Europe. Alors, à quoi est-ce qu'on va être confronté? Quels sont les enjeux? Les enjeux à venir en termes de recyclage, c'est en premier lieu en termes de sécurité. Les matériaux qu'on va devoir recycler, ça va être des batteries. Ces batteries, elles peuvent être chargées. Il va falloir les décharger. Si jamais on ne les décharge pas, on a des risques au moment du stockage de court-circuit électrique. Et si on a des courts-circuits électriques, on a de l'échauffement local et on peut avoir des explosions et des feux. Et c'est notamment, par exemple, ce qui est arrivé il y a peu de temps. Je suis bloquée là, à Rouen, voilà. Donc en début d'année, dans un endroit où on stockait les batteries. Il y a aussi des risques de feu et d'explosion si jamais on fait une fuite. On a une fuite au niveau des batteries. Alors, si jamais vous traitez avec des batteries qui ont un chemisage solide, la fuite, elle peut être relativement négligeable. En revanche, si vous avez des cellules qui sont des cellules poches, vous les avez peut-être vues, c'est très souple et donc elles peuvent facilement être percées. Et à ce moment-là, on peut avoir une fuite, ce qui peut engendrer des réactions exothermiques entre le lithium et l'air ou entre l'électrolyte et l'air, et ce qui peut aussi mener à des feux et des explosions. Donc, ça veut dire qu'actuellement, assez régulièrement, on entend parler de feux qui démarrent dans des centres de stockage ou de feux qui démarrent au moment du recyclage également. Alors, je parle en France, hein, ça existe aussi dans d'autres pays, donc en Chine, il y a une usine de recyclage aussi, il y a 2 ans, qui a aussi pris feu. Donc ça, c'est le premier enjeu majeur quand on va vouloir recycler le lithium, c'est s'assurer de pouvoir le manipuler correctement. Et puis ensuite, le deuxième enjeu, c'est comment faire le recyclage. Alors, ce recyclage-là, il va être fait, alors on va dire qu'on l'a fait en 4 étapes. Et là, je vais parler du recyclage des batteries lithium-ion. Parce que vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas parce que cette batterie s'appelle lithium-ion qu'on recycle forcément le lithium. Notamment, les premiers types de développement de recyclage du lithium, enfin des batteries lithium-ion, justement, pardon, elles ont été faites par pyrométallurgie. La pyrométallurgie, ça consiste en quoi? Ne lisez pas, c'est très long, mais en fait, ça consiste à faire fondre tout l'ensemble de la batterie, à récupérer un alliage, qu'on appelle le slag, et en fait, à ensuite repurifier cet alliage métallique pour récupérer les éléments de valeur. Et les éléments de valeur, quand on utilise cette technique-là avec les batteries qui correspondent aux batteries de flux actuels, donc principalement du cobalt, eh ben, c'est récupérer le cobalt. Donc, ça veut dire qu'en utilisant cette technique-là, typiquement, on ne s'intéresse pas à récupérer le lithium. Et on perd aussi beaucoup d'autres éléments qui vont avoir une valeur, notamment les polymères, le graphite et les autres éléments métalliques qu'on ne va pas forcément récupérer. Alors, typiquement, c'est des procédés qui sont utilisés par la SNAM, donc un acteur français actuel, pour pouvoir recycler le LiCO2. Hop. Alors, ces procédés pyrométallurgiques,
Si jamais on en fait la liste, ici vous avez une liste qui n'est pas forcément exhaustive, hein, mais dès qu'on va utiliser la pyrométallurgie, en fait, dans la dernière colonne, vous voyez, si jamais les personnes se sont intéressées à la récupération du lithium, et systématiquement, ou presque, c'est non. Donc, ça veut dire qu'avec cette technique-là, on ne récupère pas le lithium. Alors, pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est la technique qui est utilisée pour les batteries des flux actuels. Les batteries des flux actuels, c'est les batteries de téléphone. Elles sont petites, donc en général, on va les mettre tout ensemble, on ne va pas s'embêter, on va les mettre tout ensemble dans un grand système qui va tout brûler. Et c'est ça qui fait qu'on ne va pas forcément vouloir récupérer le lithium. Dans le tableau que je vous ai représenté ici, ça liste tous les éléments qu'on peut trouver dans les différentes batteries. C'est juste, les chiffres ne sont pas forcément actuels aujourd'hui, mais c'est les chiffres qui représentent en fait les cours en dollars par tonne des différents éléments constitutifs des batteries. Dans le LiCO2, on va avoir principalement du cobalt et 10 fois moins de lithium en termes de masse. Vu le prix en dollars par tonne de cobalt, c'est cet élément qui va vraiment être l'élément qui va être l'élément à recycler pour le recycleur en termes de valeur financière. Et donc, en recyclant simplement le cobalt et en moindre mesure le cuivre avec ce système de pyrométallurgie, eh ben, vous voyez que par tonne, on réussit quand même à faire un bénéfice qui est relativement important. Et si on arrivait à recycler le lithium, le bénéfice ne serait pas tellement plus important. Et donc, en fait, c'est ça qui fait que les recycleurs, par cette technologie-là, qui traite principalement, comme je le rappelle, des flux de batteries de téléphone ou des petites batteries, ne s'intéressent pas au recyclage du lithium. Oui. Actuellement, ce qui est récupéré, c'est ce qui est en vert, c'est cuivre et cobalt. Exactement. Et l'aluminium n'est même pas récupéré. Et bien là, dans ce procédé-là que j'ai pris en compte, non. C'est celui qui Et ben là, il me semble que la SNAM, elle ne recycle pas par ce procédé. Alors après, il y a d'autres entreprises qui vont peut-être le recycler. Mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que c'est le cobalt qui a la plus grosse valeur. Et en fait, les acteurs vont s'intéresser à recycler le cobalt. Et pas le lithium, parce qu'il n'a pas de valeur par rapport au cobalt. En revanche, la donnée change quand on considère les batteries de véhicules électriques. Parce que dans les batteries de véhicules électriques, on ne va plus avoir du cobalt partout dans le matériau, mais on va avoir un mélange cobalt-manganèse-nickel. Et donc, il va falloir faire des traitements, améliorer le recyclage pour essayer de récupérer plus d'éléments. Donc, on va faire deux types de traitements que j'ai regroupés en deux grandes parties. Des traitements physiques, donc en général mécaniques, qui vont constituer à essayer de broyer les batteries et puis ensuite de faire des séparations de différents types. Donc, les séparations qu'on va faire, ça va être des séparations des morceaux qui ont été broyés, donc qui ont été déchiquetés. Et on peut utiliser différentes techniques. Je vous représente ici 3 grandes techniques. La technique de séparation par gravité. Donc, le principe, en fait, c'est de séparer simplement par différence de densité des morceaux déchiquetés les matériaux. Et donc, on arrive à récupérer d'un côté les matériaux de haute densité et de l'autre côté les matériaux de faible densité. Donc, par exemple, les polymères, on va les séparer. On peut séparer aussi des fractions moins denses, des fractions plus denses, par exemple, ceux qui sont composés des électrodes positives. On peut aussi utiliser des séparations magnétiques, donc avec des séparateurs par séparateur de Foucault. Et donc, du coup, en fonction des propriétés magnétiques des éléments métalliques, on va pouvoir séparer d'un côté les éléments ferreux, donc le fer, l'acier,
Dans un autre bac, on va pouvoir récupérer les éléments inertes et puis on va pouvoir séparer à l'inverse les éléments type aluminium. Et puis on peut aussi séparer, faire un type de séparation qui est la séparation par flottation. Et donc ici, on va séparer les différents morceaux en fonction de leur hydrophobie ou hydrophilie. On va créer de la mousse et dans la mousse, dans la mousse, on va retrouver en fait les éléments qui vont être hydrophobes et dans le milieu, en bas, vont rester les éléments hydrophiles et donc on va pouvoir faire des séparations de ce type-là. Je ne vais pas plus loin, c'est pas l'objectif ici, c'est pour vous donner une vision globale, mais on peut aussi faire des séparations mécaniques poussées qui permettent en fait de faire vraiment de pouvoir séparer les différents matériaux. Donc typiquement, ici est représenté un schéma de recyclage global dans lequel en bleu apparaissent toutes les étapes de broyage, tamisage qui permettent de faire des séparations et vous voyez que ça intervient à toutes les étapes du recyclage. Pour toutes ces étapes, le groupe Sony qui fait du recyclage, en fait, il a fait une petite vidéo qui vous permet justement de visualiser en fait toutes ces étapes sur le recyclage. Donc ici, je vous ai remis quelques images. Par exemple, en bas à droite, vous voyez justement la séparation par densité différente. Et vous voyez les morceaux qu'on récupère. On peut récupérer des gros morceaux, mais on peut récupérer aussi, dans d'autres fractions, des poudres fines. Ce qui fait que, si jamais je reprends ma batterie, ma cellule de véhicule électrique, donc qui contient du nickel, du manganèse, du cobalt, du lithium, du cuivre et de l'aluminium, du fer, enfin tout ce que je veux, simplement par des séparations mécaniques à l'état solide, je vais pouvoir, par gravité, éliminer typiquement les gros morceaux d'aluminium et les grosses plaques de cuivre qui servent de collecteurs de courant. Par courant de Foucault, je vais pouvoir aussi éliminer l'aluminium, le fer et les autres éléments métalliques. Et par flottaison, je vais pouvoir éliminer les plastiques et les carbones qui me restent. Ce qui fait que, au final, au final, il me reste les composants volatiles qui, en général, sont traités par un traitement thermique. Donc, ils ne sont pas recyclés, ils sont détruits. Et à la fin, je récupère ce que je vais appeler une black mass, qui va être principalement constituée d'oxyde de nickel, manganèse, cobalt, avec le lithium qui est toujours dans ces fractions-là et qui n'a pas été éliminé. Et donc, cette black mass, elle va pouvoir être traitée dans un deuxième temps pour justement réaliser le recyclage des différents éléments, donc pour aller plus loin que la méthode pyrométallurgique. Donc, pour aller plus loin, c'est l'hydrométallurgie qu'on va utiliser. Et cette hydrométallurgie, elle utilise les mêmes types de méthodes que lors de la fabrication de lithium à partir de ressources primaires, c'est-à-dire des dissolutions dans des milieux acides, en général oxydants, et puis ensuite, après, des séparations par extraction solvant, par extraction en colonne, ou encore par précipitation sélective. En général, le lithium est systématiquement le dernier élément récupéré en toute fin de chaîne. C'est-à-dire qu'on va d'abord séparer les éléments de transition et on les sépare dans un ordre en général bien précis qui va être donné par les affinités avec différents extractants. Et puis, la solution finale qui va rester, elle va contenir encore quasiment tout le lithium qui était présent dans la batterie et on va le faire précipiter à l'aide de carbonate de sodium. Donc, c'est actuellement comme ça qu'on récupère le lithium. Alors, je vois que le temps court. Donc, du coup, voilà, de manière simplifiée, vous avez le procédé d'hydrométallurgie typique qui peut se faire avec, comme je dis, des précipitations successives, des extractions en utilisant différents extractants. Et au final,
la précipitation de Li2CO3, le carbonate de lithium, qui est le sel qu'on utilise le plus souvent pour refabriquer après les batteries au lithium. On peut essayer d'aller plus loin. Je savais que j'allais être très prolixe, donc je vais m'arrêter là parce que je vois que j'ai été un peu longue. Les deux derniers transparents sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'avec ces technologies d'hydrométallurgie, si jamais je reprends mon tableau et que je l'applique à une technologie de type NMC qui va être utilisée dans les futures batteries, c'est-à-dire avec beaucoup de nickel, 80%, 20% de cobalt et 20% de manganèse. Si jamais je calcule avec toujours les mêmes cours, si jamais je calcule le gain que je peux faire en recyclant le cobalt, le nickel, le manganèse, le lithium, l'aluminium, le cuivre, le fer, en gros tous les éléments métalliques, et bien vous vous rendez compte que je vais avoir un gain financier qui va être beaucoup moins important qu'en recyclant par pyrométallurgie simplement le cobalt et le cuivre des batteries LiCO2. Donc, pour un véhicule, ça veut dire qu'en gros, sur la batterie d'un véhicule, je peux espérer récupérer de l'ordre de $500 sur la batterie. Ce qui n'est pas énorme. Mais c'est bien. C'est bien par rapport à la dernière technologie, qui est la technologie LFP, qui utilise des phosphates de fer. Et dans cette technologie qui utilise des phosphates de fer, le fer va n'avoir aucune valeur à recycler. Et donc, ça veut dire que dans cette technologie, le seul élément qui va être, hormis le graphite et les collecteurs de courant, mais à partir des électrodes, le seul élément qui va être intéressant à recycler, ça va être le lithium. Et donc, c'est pour cette technologie-là qu'on va aller vers le recyclage, ce qu'on va appeler le recyclage direct et la sélection du recyclage seulement du lithium à partir de matières non traitées par hydrométallurgie. Je conclus. Hop. J'en avais un. Pour conclure, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, on parle de recyclage de lithium, mais qu'en fait, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est essentiellement du recyclage d'éléments contenus dans les batteries au lithium. La première génération de techniques de recyclage, elle s'intéressait principalement à la récupération du cobalt, du cuivre et éventuellement du nickel. En allant un peu plus loin et en faisant des traitements mécaniques, on peut récupérer l'aluminium en plus et les polymères en plus. En rajoutant l'hydrométallurgie, on peut rajouter le lithium et c'est ce qui est fait actuellement, mais il va falloir aller encore plus loin et essayer d'aborder le recyclage justement en essayant de démanteler au lieu de broyer pour pouvoir récupérer toute la matière qui a de la valeur dans le recyclage. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Première question. Oui. J'ai une question sur quelque chose dont vous n'avez pas du tout parlé. Oui. Un des enjeux du recyclage et de la réutilisation, c'est aussi vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est un enjeu crucial, au moins tout aussi important, si ce n'est plus que celui des ressources. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu des études quantitatives de comparaison d'analyse en cycle de vie par rapport au procédé de fabrication des batteries et ensuite aux émissions évitées associées à ce que vous avez présenté là avec les techniques de recyclage, qui permettent de mettre un peu en balance les choses et de finalement, en fait, se convaincre que finalement, vous avez parlé du gain monétaire qui n'est pas si important que ça pour les industriels, mais le gain climatique, il est peu derrière. Alors, donc, en fait, voilà, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Est-ce que ces études ont été faites? Alors, je ne suis pas acéviste. Je ne sais même pas comment on dit ça. Donc, je préfère pas donner de chiffres ni rien parce que je vais dire des bêtises. Mais là, actuellement, lors du recyclage, par exemple, si on fait un recyclage par pyrométallurgie, les températures, elles sont quand même relativement importantes, ce qui fait qu'on va avoir une production de gaz à effet de serre liée
à ces traitements thermiques. On va aussi avoir, dès qu'on ne va pas récupérer toute la matière carbonée et qu'on va la brûler aussi, on va avoir d'énormes productions de gaz à effet de serre. Par rapport à la récupération des éléments métalliques, ben, comme vous l'avez dit, l'aluminium, évidemment, on n'a pas intérêt à repartir dans la récupération, l'extraction primaire. Pour les autres éléments, je ne sais pas. En fait, si on regarde les données de l'ADEME, en France actuellement, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd éventuellement par rapport au recyclage des métaux, ferreux et non ferreux. En fait, c'est très clair, le fait de recycler fait qu'on gagne sur les émissions équitées pour tous les métaux. Qu'ils soient ferreux ou non ferreux, le gain principal, c'est l'aluminium. Pour la raison qu'on a évoquée, même si en quantité et en tonnage, ce n'est pas le plus grand. Et ensuite, c'est le cuivre. On gagne aussi sur les ferreux, en fait. Et du coup, je pense que, vous voyez, du point de vue général, les techniques ne sont probablement pas tout à fait les mêmes par rapport à cette histoire utilisée actuellement. Et c'est peut-être pas si loin que ça pour ça. Alors, l'aluminium, je pense qu'ils le récupèrent de toutes les façons à partir du moment où les acteurs se mettent sur les procédés hydrométallurgiques et qu'ils commencent à faire une vraie séparation. Après, on commence à recycler. La difficulté qui apparaît quand on essaie de recycler l'aluminium dans ce cas-là, c'est qu'en général, on a de l'aluminium avec d'autres impuretés métalliques et que là, par contre, la purification, elle risque d'être un peu compliquée et donc d'abonder en fait en production de gaz à effet de serre. Mais vraiment, je suis désolée, mais je me suis intéressée aux éléments. Oui. Vous passez dans le contexte de batterie électrique. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres voies qui vont surgir très vite pour mettre ce qui est électrique à côté. Mais il va y avoir d'autres voies. Alors, si jamais vous parlez des fuel cells. De France, et on a l'impression qu'il y a plein de choses qui vont apparaître. Alors, il ne faut pas se focaliser que peut-être là-dessus. Alors, de toutes les façons, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait l'émergence d'une seule technologie, mais actuellement, les batteries lithium-ion, à mon sens, elles vont quand même être difficilement détrônables dans les 20 prochaines années. La technologie fuel cells, elle va commencer à être applicable notamment sur les grandes flottes de véhicules, mais par contre, pour le véhicule personnel, ça va être beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc, je pense qu'on a des flux actuels qui sont relativement importants sur les batteries lithium-ion et qui vont quand même continuer un moment. On peut avoir ensuite autre chose que le lithium. On peut avoir les batteries au sodium qui, pour le moment, ne permettent pas encore d'avoir les mêmes performances pour la mobilité. Donc, pour le moment, on n'a pas encore trouvé, je pense, la technologie qui va vraiment détrôner les batteries lithium. Mais effectivement, la recherche continue. Il y a les batteries solides, il y a beaucoup de choses. Oui. Excusez-moi. Ah. Avec l'émergence des nouvelles technologies, oui. Par exemple, on a de moins en moins de matériaux rentables à recycler. Oui. Ça donne l'impression que c'est de moins en moins intéressant à recycler. Il peut y avoir l'émergence de certaines technologies avec du sodium aussi. On pourrait penser que dans les prochaines années, il va y avoir des batteries où il n'y a pas de matériaux à risque. Alors, en fait, c'est pour ça qu'on commence à se tourner vers un autre type de recyclage, qui est le recyclage, en fait, directement à partir du matériau finalisé. Donc, par exemple, au lieu de tout détruire dans un milieu acide et ensuite de récupérer les éléments un à un, essayer de conserver les matériaux qui constituent les matériaux d'électrode et les réparer, on va dire, les régénérer. Et donc là, il y a de la valeur en plus à récupérer. Et donc, c'est principalement vers ça que se tournent maintenant les chercheurs, justement, sur les technologies fer-phosphate,
mais aussi sur les technologies NMC. Comment détruire le moins possible, en fait, la valeur ajoutée qui a été mise dans les matériaux. Ouais, j'avais une question à distance juste avant, là, c'était la différence entre les batteries lithium-ion et les batteries lithium-polymère. Et mais alors la deuxième partie de la question, je pense que ça a déjà été répondu. Ouais. C'était le type de matériau qui va être recyclé à partir des batteries lithium-ion, mais ça, je pense que ça a déjà été l'objet de. Oui. Alors, la différence entre les matériaux, entre les batteries, lithium-ion et lithium-polymère, c'est la nature du séparateur entre les deux électrodes. Dans les batteries lithium-ion, l'électrolyte, en fait, va être un électrolyte liquide. Et dans les batteries lithium-polymère, le séparateur, en fait, ça va être un séparateur solide, en général un polymère, dans lequel on va avoir un sel de lithium qui va pouvoir être mobile. Et donc, c'est ça la grosse différence. Donc, voilà. Ok. Il y avait encore une question là ici, non? Oui, c'était juste par rapport à la dernière question. Question Ce que je disais, c'est que maintenant, la conception du papier, finalement, elle prend en compte le fait qu'on veut que ce soit recyclable le plus facilement possible et avec un coût en énergie. Alors, non. C'est l'incitation qu'essaient de faire justement les gouvernements pour essayer d'obliger les constructeurs à améliorer le recyclage des batteries. En fait, l'objectif, c'est d'obliger les constructeurs à avoir eux-mêmes l'idée d'aller vers des systèmes modulables. Mais si jamais on regarde tous les constructeurs, ben voilà, je vous ai montré les différentes cellules qui sont utilisées par les différents constructeurs et c'est toujours des cellules différentes. Donc pour le moment, ça ne fonctionne pas vraiment. Je pense que ça mettra beaucoup de temps. Mais c'est quand même l'objectif vers lequel il faudrait aller. On avance, peut-être que là, peut-être qu'il y avait une question à distance, alors peut-être qu'il y a beaucoup de points, donc peut-être en prendre quelques-uns. Dans un véhicule ordinaire, est-ce qu'il y a du lithium? Un véhicule thermique? Oui. Non. Non. Peut-être dans la Grèce, mais je ne crois pas. L'augmentation exponentielle de la demande en lithium en remplacement de quoi? Il me semble que ça, c'est justement les véhicules thermiques. Exactement, c'est les véhicules thermiques. Avec aujourd'hui, on est à peu près à 12% de véhicules électriques par rapport au total des véhicules thermiques, mais en Europe, en tout cas, c'est allé vers 50%. Et peut-être dernière question, est-ce qu'il y a des réserves de lithium en Afrique? Et est-ce qu'on a une estimation Alors, il faudrait... Sur la carte, peut-être Oui, sauf qu'en fait, là, j'ai plus accès à ma présentation. On attend donc. Alors, une petite question en attendant. Voilà. Donc, j'avais vu un reportage justement sur le recyclage en France. Puis, j'ai retenu qu'il y avait 2 seules usines en France. Et puis qu'elles étaient classées Céveso 3 ou Céveso 4, je ne sais pas quoi, je voyais des gens en combinaison entière, etc. Mais ce que tu as montré, il n'y avait pas, je ne sais pas, il y avait des gens en pantalon et chemise. Oui, alors, je ne sais pas très bien du coup à quelle étape ils en étaient dans le recyclage. Pour le... Il parlait de cobalt, hein, donc je ne sais pas si... Alors, il y a certains broyages mécaniques au début du fait du fort risque d'avoir des feux qui se font sous atmosphère inerte. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce cas-là que ça se fait, mais autrement, les personnes, ben là, voilà, on voit... Hein, est-ce que peut-être qu'on remonte tout de suite par contre l'écran simplement. En tout cas, a priori, voilà. Donc, par exemple, ici, dans cette usine, les personnes ne portent pas de pays particulier. Et donc, par rapport à la question sur l'Afrique, excusez-moi, j'avais mon premier... là,
Ici, vous avez les ressources principales. Alors, c'est peut-être pas aussi précis que voilà les ressources et les réserves de lithium. Et là, vous voyez que, a priori, si jamais il y en a vraiment en Afrique, il y en a en République démocratique du Congo 2% et autrement dans les autres. Ouais. Mais ça va être relativement restreint. Très bien, d'accord. Et moi, juste pour finir, parce que je me suis interrogé sur une question assez de détail, mais la Bolivie, là, il y a des ressources pour 20%, il n'y a pas de réserve parce qu'elles ne sont pas accessibles. Ça, c'est des raisons politiques. D'accord. C'est le président qui essaie de développer la compagnie nationale et qui, pour le moment, n'a pas encore atteint, on va dire, la facilité d'extraction. Et donc, du coup, ce n'est pas encore utilisé. D'accord. Okay. Micro, hein, il y en a 2, mais micro. C'est juste, est-ce que vous pouvez repréciser pour l'Europe et le plan européen? Je n'ai pas compris finalement à l'horizon 2030, quel est l'objectif il y en a plein. En tonnes de recyclage. Aujourd'hui, il y a très peu de découpés en Asie. Alors, c'est plutôt alors, il n'y a pas d'objectif en tonnage. En pourcentage par rapport au total de ce que ça représente de la quantité européenne de bateaux. Alors, je ne pense même pas. Par rapport à la quantité totale, alors l'objectif, déjà, c'est de récupérer 70% des batteries en fin de vie et du coup de les faire rentrer dans un procédé de recyclage. Alors, après, je ne sais pas si jamais ils ont été aussi loin que dire qu'il faut que ce soit recyclé en Europe, mais déjà 70%. Ensuite, attendez, j'essaie de retrouver la projection 2027, voilà, qui est visée, c'est 50 000 tonnes de batteries recyclées. Et donc là, actuellement, on en est encore très. Recyclées en Europe. Ben oui. Voilà. Pour finir, une micro-question. Vous avez parlé pour recycler les lieux au lieu de tout démonter, de réparer même juste les cellules qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a des moyens de diagnostiquer quelles cellules ne fonctionnent pas dans le pack? On est obligé de tout démonter, de tester chaque cellule individuellement? Alors, c'est les travaux qui sont réalisés sur le stockage électrochimique de l'énergie. En France, il est cadré en fait en partie par le RS2E, le réseau du stockage électrochimique de l'énergie. Et donc, au sein du RS2E, il y a des gros développements, des recherches qui sont faites pour justement essayer de développer ce diagnostic pour ne pas avoir à ouvrir les cellules, déjà, pour diagnostiquer que le matériau est inutilisable, et puis pour pouvoir justement séparer les éléments les uns par rapport aux autres. Donc, actuellement, ce n'est pas encore fait. Il y a des startups aussi qui se développent. Merci beaucoup. Merci.